Bonsoir et bienvenue dans ce live, dans ce deuxième live dédié à la loi de finances pour 2025. On va ensemble ce soir faire un point sur ce qui s'est dit sur les débats budgétaires de l'Assemblée nationale dans l'hémicycle, qui ont eu lieu cette semaine dans l'hémicycle. Il y a énormément de choses à dire, donc restez bien jusqu'au bout parce qu'on a plein de sujets à évoquer qui vont être tout aussi importants les uns que les autres. Donc restez bien jusqu'au bout. Vous êtes déjà extrêmement nombreux à vous connecter. Merci beaucoup. On va dire beaucoup de choses et malheureusement les nouvelles ne sont pas bonnes. Mais heureusement, il existe pas mal de solutions à évoquer ensemble pour remédier, contourner notamment les amendements qui font extrêmement mal sur toute une série de sujets. La résidence principale, la flat tax, même si la flat tax, pour le coup, la mauvaise nouvelle ne s'est pas complètement confirmée, mais à surveiller quand même, on va en parler. Il y a la taxe d'habitation qui revient sur le devant de la scène. Attention aussi, on va parler bien sûr de toutes les stratégies qui, à mon avis, vont être extrêmement importantes à mettre en œuvre, basées sur des sociétés qui ont pas pignon sur rue, qui sont méconnues, mais qui pourtant sont, à mon avis, les solutions de demain. Je pense à la SNC, au régime des BIC pour ceux qui font de l'immobilier, et pour ceux qui sont entrepreneurs, je pense à la SAS, à l'IR. Donc on va en parler tout à l'heure, mais évidemment tout ça est lié au débat budgétaire qui a lieu, qui est en cours encore à l'Assemblée nationale et qui va aller au Sénat dans quelques jours. Je profite du fait que tout le monde n'est pas encore connecté complètement pour vous dire que il ne reste plus que 7 places. Il ne reste plus que 7 places pour mon séminaire qui aura lieu dans les Vosges, donc ici chez moi, dans un décor pierre et bois comme ici, du 22 au 24 novembre. La gare la plus proche, je le rappelle, c'est Remiremont. L'aéroport le plus proche, c'est Bâle-Mulhouse-Fribourg, pour ceux qui connaissent, ou Strasbourg. Strasbourg, c'est un tout petit peu plus loin, mais c'est également assez proche de chez moi. Donc c'est du 22 au 24 novembre. Il reste plus que 7 places et je pense que là, bon, comme je parle de ça maintenant, il va y avoir forcément des places qui vont être prises et il y aura plus de places ce soir. Donc vraiment, vous allez dans ma bio, il y a le lien là qui apparaît. Réservez tout de suite avant qu'on commence le live pour que ce soit fait, parce qu'après il y aura plus de place à mon avis dès ce soir. Voilà. Donc on va démarrer parce que là il y a de plus en plus de monde qui se connecte. Donc merci beaucoup. On va démarrer. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement cette semaine? Parce que j'ai fait un live mardi soir déjà, mais j'ai été obligé de reprogrammer un live pour ce soir parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps, qui sont nouvelles et qu'il faut absolument voir ensemble. En fait, cette semaine, c'est le débat budgétaire classique qui a eu lieu dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, puisque la semaine d'avant, c'était jusqu'à samedi dernier, donc jusqu'à il y a 8 jours, c'était uniquement la commission des finances. Donc la commission des finances, c'est 51 députés de mémoire qui s'étaient rassemblés pour discuter d'un certain nombre de choses. Il y avait des idées qui avaient fusé sur toute une série de sujets, la flat tax, la résidence principale, on en a déjà parlé mardi soir, mais on va en reparler maintenant. Mais ça n'avait pas vraiment de valeur dans la mesure où, si vous voulez, c'était que la commission et c'était absolument pas l'ensemble des députés. Là, ce qui a été fait cette semaine, c'est que l'ensemble des députés, donc les 577 députés de la majorité coalition LR Macron et de l'opposition, donc bloc RN Ciotti et bloc Nouveau Front Populaire, se sont rassemblés pour débattre de ces sujets. Et ça permet d'y voir beaucoup plus clair, parce que la commission, malheureusement, c'est que 51 députés. Bon, en général, c'est représentatif, mais pas toujours. Et on va le voir particulièrement sur la flat tax, puisque le RN a changé d'avis entre ce qui s'était dit en commission et ensuite ce qui a été dit dans l'hémicycle. On va en parler en détail après. Donc, il y a eu un changement sur la flat tax, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on est protégé, puisque Barnier peut très bien, dans son budget qui soumettra très probablement au 49.3, reprendre l'augmentation de la flat tax de 30 à 33%, dont j'avais parlé mardi soir, qui a disparu entre-temps, mais qui peut à tout moment revenir si Barnier le décide et s'il veut aller chercher des milliards là-dessus. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à tout ce qui se dit et attention aussi au process parlementaire qui est bien particulier et qui ne nous met pas à l'abri, en tout cas pour l'instant sur tous ces sujets-là, ne nous met pas à l'abri.
d'accord, même si certains ont cru qu'il y avait une bonne nouvelle sur la flat tax. On va en parler en détail après. Donc, le plus probable, comme je le disais tout à l'heure, c'est que bon, là, il y a des amendements qui sont passés, on va en parler en détail après, mais c'est qu'à la fin, on est un 49.3, c'est-à-dire que Barnier arrive avec sa version du budget, qui sera pas la version, comment dire, tricotée par l'Assemblée nationale, mais préparée uniquement par Barnier, dans laquelle il peut mettre sa version initiale qu'il avait prévue quand il a présenté le budget il y a quelques jours, et y rajouter éventuellement toute une série de mesures inspirées de ce qui a été débattu cette semaine à l'Assemblée. Vous voyez, donc c'est un peu plus compliqué que j'arrive avec ma version initiale, je soumets au 49.3, vous me censurez ou pas. C'est un peu plus compliqué que ça parce que sa version initiale peut tout à fait être enrichie, entre guillemets, de ce qui s'est débattu à l'Assemblée cette semaine. Donc, il faut rester vigilant vraiment jusqu'au bout. Ok ? Bon, le plus probable, c'est quand on a un 49.3. Le 49.3, on sait très bien que de toute façon, le gouvernement ne sera pas renversé puisque le nouveau Front populaire va voter la censure, donc va vouloir faire tomber le gouvernement. Mais le gouvernement est sous la surveillance bienveillante, on va dire, du RN qui refuse pour le moment, même s'il n'est pas très clair, mais à la fin il refusera de voter la censure parce qu'il n'y a pas intérêt politiquement, tout simplement. Donc le budget va passer. La question c'est quelle sera la version du budget. C'est ça le vrai sujet et c'est ce dont on va parler maintenant en détail. Alors, je vous avais parlé mardi soir déjà de la flat tax. Je vous avais dit attention, la flat tax va passer de 30 à 33%, donc il y a une augmentation de 3 points de pourcentage, mais en fait c'est une augmentation de 10%, puisqu'on passe de 30 à 33. C'est considérable, un impôt qui augmente de 10% d'une année sur l'autre, et ça va avoir des conséquences majeures pour les investisseurs immobiliers, mais aussi et surtout pour les entrepreneurs. Parce que ça veut dire quoi si on augmente la flat tax? Ça veut dire qu'on qu'on taxe davantage les dividendes, et si on taxe davantage les dividendes, eh bien ça veut dire que le canal impôt sur les sociétés devient de moins en moins rémunérateur parce que de plus en plus taxé. Concrètement, c'est ça que ça veut dire, une augmentation de la flat tax. Et je vous avais dit mardi soir, eh bien, il faut qu'on envisage d'autres scénarios pour pouvoir optimiser la rémunération, que ce soit sur une SAS-SLIR qui fait de l'investissement immobilier ou sur une SAS-SLIR qui est dans d'autres secteurs d'activité que l'immobilier, peu importe, ça change rien. Il faut qu'on puisse optimiser la rémunération. Et pour ça, eh bien, la SAS à l'IR peut être extrêmement intéressante puisque quand vous êtes président non salarié d'une SAS à l'IR, vous ne payez pas de cotisation sociale patronale puisque vous n'êtes pas salarié. Vous ne payez pas de cotisation sociale salariale puisque vous n'êtes pas salarié. Vous ne payez pas d'impôt sur les sociétés puisque vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu et non pas à l'impôt sur les sociétés. Vous ne payez pas de flat tax puisque vous n'êtes pas sur un canal IS, vous êtes sur un canal IR. Donc vous payez grosso modo uniquement de l'impôt sur le revenu. D'accord ? Et si vous payez uniquement de l'impôt sur le revenu et que votre tranche marginale d'imposition est faible, par exemple parce que vous avez beaucoup d'enfants et donc vous avez un quotient familial qui est très fort, grosso modo, ça revient à être entrepreneur à Dubaï puisque concrètement, si j'ai pas d'IR à payer sur une SAS à l'IR, grosso modo, j'ai rien du tout à payer. D'accord ? Donc je vous avais dit, la SAS à l'IR, il va falloir la surveiller dans un contexte où si la flat tax était augmentée, eh bien il y aurait un renchérissement fiscal finalement quand on se paye au niveau d'une SAS à l'IS. Et on a eu une bonne nouvelle entre guillemets puisque le bloc RN a changé d'avis. Le bloc RN a changé d'avis. Pourquoi ? Parce que il s'était abstenu sur l'augmentation de la flat tax en commission. Donc il y a quelques députés RN, notamment Jean-Philippe Tanguy qui est le plus connu, qui s'était abstenu en commission. Et là, Tanguy a changé d'avis. Il a voté contre l'augmentation de la flat tax. Donc le NFP a voté pour, donc le Nouveau Front populaire a voté pour, sauf que la Macronie et LR et RN, donc qui a changé d'avis, ont voté contre les trois, ce qui fait qu'il y a eu une majorité contre l'augmentation de la flat tax. Puisque Tanguy a dit, je me suis rendu compte que après la commission, en réalité, beaucoup de chefs d'entreprise avaient peur de cette augmentation. Je défends les chefs d'entreprise, donc je vote contre l'augmentation de la flat tax. Donc ça, c'est plutôt bien parce que ça veut dire que la flat tax n'augmentera pas, en tout cas si on se fie au débat de cette semaine. Sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction du live, c'est plus compliqué que ça. Pourquoi ? Parce que Barnier peut très bien dire
ok, vous êtes contre l'augmentation de la flat tax, mais moi je la mets quand même dans mon budget et je vous soumets donc ce budget avec l'augmentation de la flat tax au 49.3. Et là, vous me censurez ou pas. Donc c'est pas parce que le RN a changé d'avis et parce que désormais on a une majorité contre l'augmentation de la flat tax que pour autant il y aura pas d'augmentation de la flat tax dans le budget proposé par Barnier et soumis au 49.3. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Et donc attention parce que on n'est pas sorti de l'auberge, on n'en a pas complètement fini avec cette histoire de flat tax. On peut tout à fait, à la fin, malheureusement, avoir l'augmentation. Ok. Donc, pour ceux qui souhaitent évidemment contourner cette augmentation de la flat tax, si par cas elle allait au bout. Encore une fois, il y a la stratégie de la SAS à l'IR qui est extrêmement intéressante, qui, à mon avis, honnêtement, je vous le dis, est vraiment l'avenir de l'entrepreneuriat. Que ce soit sur l'immobilier ou sur d'autres secteurs, la SAS à l'IR, c'est à mon avis l'avenir de l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce que finalement, on se rend compte que elle a tellement d'avantages et si peu d'inconvénients que de plus en plus d'entrepreneurs vont l'adopter, vont créer des sociétés pour être en SAS à l'IR ou vont transformer des sociétés pour être en SAS à l'IR. C'est extrêmement important d'avoir ça en tête parce que dans les mois et les années qui viennent, on va vraiment de plus en plus parler de ce type de société. Si vous souhaitez en savoir plus, parce que je vais pas faire un live sur la SAS à l'IR, si vous souhaitez en savoir plus sur la SAS à l'IR, vous m'écrivez en one-to-one, donc là sur Instagram vous m'écrivez, je pourrais pas vous répondre maintenant, mais plus tard dans la soirée, pour qu'on en discute ensemble, parce que c'est vraiment, encore une fois, l'avenir de l'entrepreneuriat. Et si vous souhaitez qu'on creuse ce sujet, ça tombe bien parce que du 22 au 24 novembre, je ferai une intervention spéciale moi-même sur la SAS à l'IR, qui va durer un peu plus d'une heure, où je vais vraiment rentrer complètement dans le détail et vous montrer comment on peut échapper grosso modo à toutes les cotisations sociales, aux prélèvements sociaux et à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés en SAS à l'IR. Si vous venez donc du 22 au 24 novembre dans le parc naturel régional des Ballons des Vosges, où je me trouve actuellement, dans un décor pierre et bois comme là, d'accord, il reste plus que 7 places. Vous réservez avec le lien qui est dans ma bio. Dépêchez-vous, faites-le ce soir absolument parce que je pense qu'il y aura plus de place dans quelques heures. Il reste que cette place. Gare la plus proche, encore une fois, Remiremont, gare TGV bien sûr, aéroport les plus proches, Strasbourg et Bâle, Mulhouse, Fribourg. Voilà. Tout est compris, l'hébergement, la restauration pendant 48 heures, absolument tout est compris. Vous n'aurez rien à payer, à part donc l'inscription au séminaire qui est de 697 €. Autant vous dire que je ne gagne pas d'argent dessus, puisque comme j'héberge tout le monde dans des chalets ou dans des fermes et que je paye les restaurants du vendredi soir au dimanche midi, évidemment, je ne gagne pas d'argent sur ce séminaire, mais je le fais pour d'autres raisons. Je le fais pour créer du réseau, pour créer du lien avec ma communauté, pour toute une série de raisons, d'accord ? Donc, réservez votre place vraiment avant qu'il soit trop tard. Il reste plus que cette place. Faites-le maintenant. Vous allez dans ma bio et vous avez le lien qui est affiché dessus. Et on va pouvoir creuser ensemble cette partie SAS à l'IR. Donc, à confirmer, mais pour l'instant, on partirait sur pas de flat tax, pas d'augmentation de la flat tax, pardon, mais à confirmer avec le budget Barnier qui peut nous réserver des surprises jusqu'au bout, parce que ils ont tellement faim d'aller chercher des milliards que même si ils ont les députés qui sont contre, de toute façon, comme ils savent que le RN ne votera pas la censure, ils peuvent se permettre un peu ce qu'ils veulent, ok ? Donc, c'est d'ailleurs toute l'hypocrisie du RN à mon avis sur ce sujet-là, parce que si vraiment ils étaient cohérents avec leurs électeurs et avec ce qu'ils pensent, s'ils sont en désaccord avec le budget, ils devraient voter la censure. C'est logique. Je veux dire, si on est en désaccord avec le budget c'est symbolique de toute la politique du gouvernement, c'est la base de tout. Donc si on est dans l'opposition, on vote contre le budget, donc on vote la censure, s'il y a une censure qui est présentée. Là, ils le feront pas. Je pense que c'est à minima une trahison des électeurs, à mon avis. En tout cas, sur les sujets sur lesquels ils vont être en désaccord avec Barnier. Autre sujet, évidemment brûlant, parce que vous en avez entendu parler dans la presse ces derniers jours. Autre sujet brûlant, le conditionnement de l'exonération de plus-value sur la vente de résidence principale à la détention pendant 5 ans. Ça, j'en ai parlé mardi soir, j'en reparle ce soir parce que malheureusement, ça c'est la très mauvaise nouvelle de la semaine, très mauvaise nouvelle. Les députés ont voté majoritairement pour le conditionnement de l'exonération de plus-value sur résidence principale
à la détention depuis 5 ans. D'accord? Ils ont voté pour en majorité. Je rappelle que cette proposition avait été faite en commission par 2 députés socialistes de Pyrénées-Orientales, de Pyrénées-Atlantiques, pardon, excusez-moi, du 64. Ça avait été proposé par ces 2 députés. Et je crois que leur slogan, c'était « se loger, pas spéculer ». Parce qu'en fait, ce sont des députés issus de zones tendues où ça coûte très cher de se loger, où les locaux ont du mal à se loger, notamment autour de Biarritz. Et donc, ils avaient dit, eh bien, on va mettre en place ce conditionnement à l'exonération de plus-value sur la vente de résidence principale pour favoriser le logement des locaux et faire en sorte qu'il n'y ait pas de culbute spéculative qui empêche les locaux de se loger à Biarritz ou ailleurs dans les zones tendues. Ok ? Donc ça avait été proposé, ça avait été majoritaire en commission, et la mauvaise nouvelle, c'est que c'est majoritaire également dans l'hémicycle, puisque la majorité des députés ont voté donc pour ce conditionnement. Ça, c'est une très 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 mauvaise nouvelle, parce que ceux qui comptaient vendre leur résidence principale là dans les mois qui viennent vont être un peu coincés, ou en tout cas sont face à un dilemme. Je m'explique. Si vous avez une résidence principale que vous avez acheté X et qui vaut Y, le Y étant a priori supérieur au X. Le problème, c'est que si vous attendez pour vendre votre résidence principale, vous prenez le risque, après le 1er janvier 2025, de payer de la plus-value sur le Y moins X, d'accord? Donc si vous avez acheté votre RP 200 000 et que vous la revendez en 2025 400 000, et que ça passe entre-temps, le fameux conditionnement, ça veut dire que vous aurez de l'imposition à payer entre les 400 000 et les 200 000. Donc vous allez être imposé sur 200 000, d'accord? Ça, c'est évidemment pas une bonne nouvelle. Maintenant, il y a quand même une possibilité d'anticiper ça, parce que si vous faites le pari que ça va passer, et a priori quand même ça va passer parce que les députés sont d'accord, et comme Barnier, il a faim, il va aller chercher des milliards partout où il peut, forcément lui, là pour le coup, il va pas hésiter, parce qu'il va se dire, bon de toute façon j'ai une majorité de députés qui est pour le conditionnement de l'exonération de plus-value sur résidence principale, donc il n'y a pas de raison que j'en profite pas, et je vais le mettre dans mon budget. Ça ne va faire que renforcer quelque part l'adhésion à mon budget et donc diminuer le risque de censure, même si encore une fois, la censure, moi j'y crois pas. D'accord ? Donc il va avoir tout intérêt naturellement à reprendre cette proposition, même si elle n'était pas dans son budget initial, dans la version initiale du budget, elle n'y était pas, puisqu'encore une fois, ce sont 2 députés des socialistes des Pyrénées-Atlantiques qui l'ont proposé en commission des finances. D'accord ? Et là, vous avez un dilemme, parce que soit vous dites, bon j'attends jusqu'au dernier moment, et on verra bien. Le problème, c'est que si vous attendez jusqu'au dernier moment et que c'est voté, eh bien, ça veut dire qu'en 2025, si vous vendez votre résidence principale, vous allez être taxé dessus si vous la détenez pas depuis 5 ans. Donc ça, c'est quand même un énorme problème. Soit vous dites, et ça, c'est plutôt ma stratégie, je vous donne la mienne, comme ça au moins vous l'avez. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais je vous la donne. Si vous considérez que il y a quand même un risque fort, c'est ce que je considère, que ça soit repris dans le budget Barnier soumis au 49.3, ça veut dire que concrètement, pour être complètement protégé, il faut vendre sa résidence principale et pas un compromis. Il faut le vendre avec une acte authentique, puisqu'un compromis, c'est pas une vente. C'est l'acte authentique qui matérialise juridiquement la vente, d'accord ? Avec un acte authentique d'ici le 31 décembre 2024 au plus tard, sachant qu'on est le 27 octobre. Donc vous avez à peine plus de 2 mois pour vendre votre résidence principale. C'est absolument court comme délai, bien sûr. C'est très très court. Et il va falloir aller très très vite pour ceux qui sont dans cette stratégie. Alors vous allez me dire, mais moi j'ai pas envie de vendre ma résidence principale, je suis bien dedans, je veux y rester. Oui, mais tu peux très bien la vendre à toi-même. Tu peux très bien faire ce qu'on appelle un OBO, j'en ai parlé mardi soir, un owner buyout, un rachat à toi-même de ta résidence principale. Donc qu'est-ce que tu vas faire concrètement dans les prochains jours ? Tu vas signer un compromis entre toi et toi pour la vente de ta résidence principale à toi-même. Tu vas mettre dans ton compromis ce qu'on appelle une clause de substitution. Donc tu vas inscrire qu'une société peut se substituer à toi pour acheter ta propre résidence principale, d'accord ? Ça, tu peux le faire cette semaine. Le compromis est signé. Tu vas voir la banque avec un dossier complet. Tu dis à la banque, ben voilà, pour des raisons patrimoniales, de restructuration patrimoniale, je souhaiterais faire acheter ma résidence principale par une société, par exemple une SCI à l'IS, par exemple une SCI à l'IR, par exemple une SNC au régime d'EBIC, par exemple une SNC à l'IS, par exemple une SRL à l'IS, par exemple une SRL à l'IR, par exemple une SAS à l'IS, par exemple une SAS à l'IR. Voilà.
Je donne plein d'exemples. Comme ça, au moins, tu as le choix. Et tu vas voir la banque en disant, je veux acheter avec tel statut. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas pouvoir faire un crédit. Donc, tu vas demander à la banque si elle accepte de te faire un crédit. Si la banque accepte, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir créer la société. Donc, en quelques jours, le cabis, il peut être immatriculé. Ça peut être extrêmement rapide. Tu as ta société et ensuite, l'offre de crédit, elle est éditée au nom de ta société. Une fois que l'offre de crédit, elle est éditée au nom de ta société, tu prends rendez-vous chez le notaire pour signer l'acte authentique. Mais tout ça, il faut le faire. Toutes ces étapes-là, qui sont quand même assez longues, en tout cas, il y en a pas mal, qui se succèdent, il faut le faire entre maintenant, 27 octobre 2024, et le 31 décembre 2024. Sauf que tu sais très bien que les notaires, ils vont pas bosser aux alentours du 31 décembre. Entre Noël et le 1er de l'an, il n'y en a pas beaucoup qui bossent. Donc, en gros, tu n'as plus que 2 mois, et peut-être même un peu moins de 2 mois, concrètement, entre maintenant et le début des vacances de Noël, pour le faire. Autrement dit, le timing est extrêmement serré. Donc, si tu as une résidence principale qui a une valeur vénale, donc une valeur de marché bien supérieure à la valeur d'achat, eh bien, tu as tout intérêt à faire un honor buyout pour être certain de pouvoir sécuriser ta plus-value. Parce que si tu ne le fais pas, encore une fois, le gouvernement viendra taxer ta plus-value si par cas cette mauvaise nouvelle du conditionnement de l'exonération à la détention depuis plus de 5 ans se confirme, d'accord? Donc c'est extrêmement délicat. Moi, encore une fois, je fais le pari que ça va passer. Et donc, je suis exactement dans ce cas précis puisque j'ai un chalet qui aujourd'hui est estimé à peu près à 700 000 euros dans lequel je vis. Mais j'ai un capital restendu de moins de 200 000 euros dessus. Et surtout, je l'ai pas acheté cher du tout. Je l'ai acheté 270 000 euros. D'accord? Donc, moi, je vais sécuriser une plus-value de 430 000 euros net d'impôt. Et je veux même pouvoir prendre 500 000 euros pour moi puisque je n'ai plus que 200 000 euros de capital restendu. J'ai tout intérêt à faire ça. Et donc, qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Là, je vais signer un compromis entre moi et moi. Ça, je peux le faire dès mardi ou mercredi. Et dans la foulée, j'irai voir la banque en disant « Je veux racheter mon propre chalet où j'habite en résidence principale par une SNC au régime des BIC. » Je parlerai tout à l'heure en détail de la SNC au régime des BIC pour pouvoir sécuriser ma plus-value. Je vais le faire parce que j'ai trop peur, encore une fois. Je fais le pari que ça va passer, que Barnier va reprendre cette idée absurde de ces 2 députés socialistes qui ont voulu donc conditionner l'exonération de plus-value sur résidence principale. D'accord? Je dis que c'est absurde. Tous les socialistes n'ont pas toujours de mauvaises idées, mais en l'occurrence, moi, je trouve là que c'est une mauvaise idée. C'est pour ça que je dis je considère que c'est même absurde. Ok? Voilà un peu pour la résidence principale. Soyez extrêmement attentifs. Si vous souhaitez que je vous aide sur ce sujet, vous m'écrivez un message privé. On va pouvoir parler ensemble de l'OBO parce que j'ai des solutions à vous apporter, bien évidemment, sur l'OBO, surtout si vous êtes dans l'urgence. Il faut pouvoir travailler avec des gens qui vont extrêmement vite, experts comptables, notaires, banquiers. Donc, si vous avez besoin d'aller sur ce sujet-là, vous m'écrivez et on va pouvoir en parler ensemble. Ok? Et évidemment, pour ceux qui veulent creuser, vous avez toujours l'inscription au séminaire qui est possible. Il reste plus que 7 places, encore une fois, donc faites-le absolument ce soir, parce que je pense que dès ce soir, dans quelques heures, peut-être dans 1 heure, il y aura plus de place. Donc faites-le maintenant. Vous allez dans ma bio, vous avez le lien qui est affiché, et vous pouvez réserver votre place pour le séminaire qui aura lieu du 22 au 24 novembre dans le parc naturel régional des Ballons des Vosges, où je me trouve actuellement. Vous pourrez donc venir en train. La gare la plus proche, c'est Remiremont, ou en avion. Les aéroports les plus proches, c'est Strasbourg et Bâle, Mulhouse, Fribourg. Ok? Voilà pour la résidence principale. Donc attention à ce que va nous mettre Barnier dans cette version finale qu'il va présenter, qui va probablement encore une fois se soumettre au 49.3 et qui ne sera pas censuré puisque le RN ne veut pas le censurer. En tout cas, c'est ma prédiction. Et puis de toute façon, de ce qu'on a compris, de ce qu'a dit Tanguy et tous les autres qui sont à la commission des finances, c'est vraiment ça, à mon avis. Ensuite, on va pouvoir parler de la taxe d'habitation. Attention danger sur la taxe d'habitation, puisque l'inénarrable Jean-François Copé, ancien président de l'UMP, ancien ministre sous Jacques Chirac déjà, président de l'UMP quand Nicolas Sarkozy était président de la République, Jean-François Copé, maire de Meaux d'ailleurs, par ailleurs, encore maire de Meaux aujourd'hui,
a soumis dans le débat public une très très mauvaise idée, qui consiste, figurez-vous, à remettre au goût du jour, à rétablir la taxe d'habitation. Alors évidemment, quand ils font ça, quand ils rétablissent un impôt comme ça, pour l'instant c'est pas fait heureusement, mais à surveiller de très près, ils changent le nom. Ça me fait penser à la taxe professionnelle, puisque Sarkozy avait dit j'ai supprimé la taxe professionnelle. C'est absolument faux. Sarkozy n'avait pas supprimé la taxe professionnelle, il avait remplacé la taxe professionnelle par un impôt qu'on appelle la cotisation économique territoriale, la CET, qui lui-même est décomposé en deux impôts. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, qui vient taxer la production de richesse par les entreprises, et la CFE, que vous connaissez sûrement si vous êtes entrepreneur, la cotisation foncière des entreprises, que payent toutes les entreprises. C'est ce qu'on appelle un impôt de production, d'accord? Donc avant même qu'on ait généré un seul euro de chiffre d'affaires, on est déjà taxé. Donc attention, voilà, à ces rétablissements d'impôts, parce que on a l'impression que c'est supprimé. En fait, c'est juste pas supprimé, c'est que c'est renommé. Et là, on parle de, alors j'ai noté, puisqu'il y a des articles de presse qui sont arrivés là ces derniers jours. On parle de contribution territoriale universelle. Donc, ça serait la CTU, la contribution territoriale universelle, qui remplacerait la taxe d'habitation, ce qui évidemment est un énorme scandale, puisque sous prétexte d'aller chercher 20 milliards, on va là encore taper sur tous les Français, puisque la taxe d'habitation, tout le monde la paye. On habite bien un endroit, donc forcément on paye une taxe d'habitation. Donc on va aller taper sur tous les Français, en tout cas ceux qui la payaient avant et qui la payent plus. Moi j'ai considéré que la suppression de la taxe d'habitation était une grande réussite fiscale. Il n'y en a pas eu beaucoup, donc faut quand même le souligner. Une grande réussite fiscale du premier quinquennat Macron, parce que c'est à mon avis un impôt absurde, et donc le remettre au goût du jour à travers ce nouveau nom contribution territoriale universelle, je trouve ça absolument scandaleux. Et donc cette idée saugrenue a été proposée encore une fois par Jean-François Copé, qui n'a pas trouvé mieux pour réduire les déficits que de réinstaurer cette taxe d'habitation. Donc attention, parce que là pour le coup, ça concerne même pas les propriétaires immobiliers, ça concerne tout le monde. Ça concerne tous ceux qui habitent dans un logement et qui sont susceptibles de payer la taxe d'habitation. Donc c'est vraiment une catastrophe si on revient là-dessus. Alors ça peut rapporter gros à l'État, ça peut rapporter à peu près 20 milliards d'euros, c'est ce qui est estimé. Mais 20 milliards d'euros, voilà, à quel prix? Au prix, encore une fois, de saigner les Français et saigner quelqu'un qui est au SMIC et qui paye ou à 2000 euros par mois et qui paye la taxe d'habitation. Moi, je trouve ça absolument scandaleux. D'accord? Donc ça, il faut faire absolument attention, parce que peut-être que Barnier va nous le sortir dans la version du budget qu'il va présenter, qu'il va soumettre au 49.3. J'espère pas, mais c'est comme la flat tax, il faut se méfier jusqu'au bout. Donc il est possible que ce soit dans le budget. Et donc attention à cette absurdité qui pointe son nez. D'accord? Donc ça, c'est un sujet évidemment à surveiller de très près. L'ISF, alors l'ISF, j'en avais parlé mardi soir. Il y a eu un débat sur l'ISF cette semaine à l'Assemblée, donc dans l'hémicycle, puisque en réalité, les députés se sont mis d'accord pour faire un impôt sur le patrimoine sur les milliardaires, donc uniquement sur les milliardaires. Donc là, l'ISF, a priori, ne serait pas rétabli. On resterait sur l'IFI, donc l'impôt sur la fortune immobilière. On resterait dessus, puisque le RN, LR et la Macronie se sont alliés, entre guillemets, pour rejeter le rétablissement de l'ISF. Donc, a priori, on partirait sur pas d'ISF, mais là aussi, faites attention, parce qu'il se peut que Barnier arrive et dise j'élargis l'assiette de l'impôt sur la fortune, puisqu'aujourd'hui, comme vous le savez, c'est l'IFI, donc c'est uniquement circonscrit à l'immobilier. Je l'élargis aux actifs financiers, donc, et j'en fais un ISF, un impôt sur la fortune, version François Mitterrand, puisque c'est François Mitterrand qui avait, pendant son premier quinquennat, instauré l'ISF, ISF qui avait été supprimé par Jacques Chirac lors de la première cohabitation de la Ve République entre 1986 et 1988, et la gauche sous Michel Rocard, quand Rocard est devenu Premier ministre en 88, il est resté jusqu'en 91, de mémoire, avait rétabli l'ISF à ce moment-là. Voilà, et l'ISF avait été donc supprimé, rappelez-vous, lors de la première loi de finances de Macron, donc la loi de finances pour 2018, donc qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2018.
et l'ISF avait été supprimé puisque il avait circonscrit Macron l'impôt sur la fortune à l'immobilier, et c'est pour ça qu'on parle d'impôt sur la fortune immobilière. Ok, donc ça à surveiller parce qu'on sait jamais ce que Barnier peut sortir jusqu'au dernier moment. C'est extrêmement important de surveiller ça aussi, de même que la résidence principale, de même que la flat tax, de même que tous les sujets qu'on a évoqués avant, parce que ça peut bouger jusqu'au bout, d'accord? Alors, l'IFI, alors de deux choses l'une, soit l'ISF est rétabli, soit l'IFI est maintenu. Dans tous les cas, il faut savoir qu'on ait l'IFI comme aujourd'hui ou qu'on ait l'ISF demain, comme en 1980, enfin jusqu'en 1986 et à nouveau à partir de 88, c'est pas très impactant dans la mesure où on peut parfaitement effacer l'impôt sur la fortune immobilière ou effacer même un impôt élargi sur la fortune globale. C'est parfaitement possible de le faire avec ce qu'on appelle là aussi l'OBO, puisque l'OBO peut nous sauver. Je m'explique, je prends l'exemple d'un patrimoine immobilier où il y a 2 millions d'euros d'investissement locatif. Je parle uniquement du locatif parce que sur la résidence principale, il y a une décote. Donc c'est un peu plus compliqué que ça sur la résidence principale. Il y a une décote qui fait que comment dire, on peut pas dire que la valeur patrimoniale nette, donc soumise à l'impôt sur la fortune immobilière, c'est l'ensemble de mes actifs dont la résidence principale moins les dettes. Ça marche pas comme ça puisque vous avez 30% de décote sur la résidence principale. Donc si vous avez une résidence principale qui vaut 1 million d'euros, on ne prend dans l'assiette de calcul de l'impôt sur la fortune immobilière que 700 000 euros, d'accord? Mais imaginons que j'ai 2 millions d'euros de locatif, je suis pas propriétaire de ma RP, ok? Et j'ai plus que 500 000 euros de capital restant dû. Donc là, j'ai une valeur nette patrimoniale immobilière, puisque là, je parle que d'immobilier. Donc je me base sur l'IFI d'aujourd'hui. J'ai une valeur nette patrimoniale immobilière de 1,5 million, d'accord? Mais 1,5 million, ils sont assujettis bien évidemment à l'IFI, d'accord? Pour l'instant, je me place dans un système où il n'y a pas d'ISF, mais je peux parfaitement effacer l'impôt sur la fortune immobilière. Je peux effacer l'IFI. Pourquoi? Parce que en réalité, si je fais racheter avec un OBO, donc un rachat à soi-même, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, pour ceux qui ont peur de la fin de l'exonération sur les plus-values liées aux résidences principales. Je fais la même chose avec du locatif, donc je fais racheter mon bien par une société. La société va s'endetter pour racheter le bien à la valeur vénale. Donc si j'ai 2 millions d'euros d'immobilier, concrètement je fais 2 millions d'euros de dette, pour faire simple. Je fais racheter tout mon patrimoine à crédit par une SCI à l'IS par exemple, ou une SNC au régime des BIC, peu importe. Et à la fin, ma valeur patrimoniale soumise à l'impôt sur la fortune immobilière, c'est 2 millions moins 2 millions, donc c'est 0, d'accord? Et là, c'est extrêmement intéressant à double titre. D'abord parce que je récupère énormément de cash, puisque j'ai plus que 500 000 euros de capital restant dû, mais je récupère 2 millions d'euros. Alors après, à voir comment c'est taxé, mais je récupère quand même, quoi qu'il arrive, beaucoup de cash, même si c'est beaucoup taxé. Surtout, j'efface mon IFI quasiment ad vitam aeternam, puisque je repars à zéro au niveau de l'IFI. Donc avant que j'aille à un montant où je suis taxé par l'IFI, il va falloir beaucoup de temps, d'accord? Donc c'est extrêmement intéressant parce que je viens effacer mon IFI grâce à une stratégie d'OBO. Donc là aussi, si vous voulez creuser la stratégie d'OBO, vous m'écrivez par message privé. Évidemment, on peut en parler ensemble. Et je vais creuser le sujet, bien évidemment, lors du séminaire du 22 au 24 novembre, chez moi, dans le parc naturel régional des Ballons des Vosges. Vous avez plus que 7 places de disponibles. Le lien est dans ma bio. Inscrivez-vous, encore une fois, parce que je pense qu'il y aura plus de place dans quelques heures. Inscrivez-vous. La gare la plus proche, c'est Remiremont. Et les aéroports les plus proches, c'est Strasbourg et Bâle, Mulhouse, Fribourg. Parce qu'on va également, j'ai prévu une intervention spéciale sur l'IFI d'une demi-heure à peu près. On va creuser absolument tout en détail. On va prendre des cas pratiques pour ne plus jamais payer d'IFI de sa vie. D'accord? Donc ça, ayez-le bien en tête. Écrivez-moi ou venez au séminaire. Ensuite, il y avait le PLFSS. Le PLFSS parce que ça, c'est extrêmement important aussi, surtout pour les entrepreneurs et même les salariés d'ailleurs. Vous allez comprendre pourquoi que vous êtes. Pourquoi? Parce que le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il sera débattu dans quelques jours à l'Assemblée nationale et ensuite bien sûr au Sénat. Il y aura éventuellement une navette parlementaire et éventuellement d'ailleurs une CMP, une commission mixte paritaire. Donc, la fameuse CMP, c'est quoi? C'est quand une commission se réunit
est mixte parce qu'il y a des députés et des sénateurs en même temps qui essaient de trouver un accord sur le texte, d'accord? Et s'il n'y a pas d'accord, eh bien, c'est la navette parlementaire qui fait foi. Donc, Assemblée, Sénat et Assemblée à nouveau, d'accord? Il va y avoir un sujet très important puisque le PLFSS, il arrive à l'Assemblée le 4 novembre, il me semble. Donc, c'est la date de reprise après les vacances de la Toussaint. Donc, pas lundi, donc pas demain, mais le lundi d'après. Donc, c'est dans 8 jours que ça arrive à l'Assemblée. Et le PLFSS, il prévoit des choses extrêmement inquiétantes, puisque jusqu'à 1,6 fois le SMIC, il va y avoir une diminution probable des exonérations de cotisations sociales pour donc les salaires qui sont compris entre un SMIC et 1,6 fois le SMIC. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que ça peut mettre en péril des millions d'emplois. Je dis bien des millions d'emplois. Pourquoi? Parce que il y a, de par la politique des trappes à bas salaires qui a été mise en place par les gouvernements successifs ces dernières années, plutôt ces dernières décennies, notamment avec la réduction Fillon, eh bien, il y a toute une série d'exonérations qui ont été mises en place spécialement sur les bas salaires pour que les entreprises embauchent, mais que ça leur coûte pas trop cher, pour faire simple. Donc, en gros, le gouvernement a dit aux employeurs, embauchez des gens entre 1 et 1,6 fois le SMIC, ça vous coûtera pas cher parce que de toute façon, vous aurez des exonérations. Donc, les entrepreneurs, enfin les entreprises ont été incitées ces dernières décennies à embaucher des gens entre 1 et 1,6 fois le SMIC. Le problème, encore une fois, c'est que ça a créé malheureusement beaucoup de bas salaires. Et aujourd'hui, on est un peu, dans la mouise parce que en réalité, si on détricote ces exonérations, si on diminue ces exonérations, eh bien, il y a beaucoup d'entreprises qui vont pas pouvoir faire face à une augmentation des cotisations sociales sur ces bas salaires qui représentent en réalité la grande majorité des salariés dans ce pays, en tout cas une énorme partie, et ça peut provoquer des faillites d'entreprises. Et c'est pas trop le moment puisque je crois qu'en 2024, là, on est parti pour être sur le record de faillites d'entreprises en France, record depuis plusieurs décennies, d'accord? Donc c'est vraiment pas le moment d'aller augmenter les cotisations sociales, à mon avis, parce que ça va vraiment foutre le bordel, hein, très concrètement au niveau des entreprises et notamment des petites entreprises qui ne peuvent pas se le permettre. Donc ça, il faut absolument vérifier ce qui va être dit, dans les semaines qui viennent et qu'est-ce que va mettre Barnier dans son budget. Dans son budget social, puisque ça c'est uniquement, encore une fois, le financement de la sécurité sociale. Le PLFSF, c'est pas le budget de l'État. Hein, vous avez 3 grands budgets en France. Vous avez le budget des collectivités territoriales, donc chacune des collectivités territoriales vote son budget, les communes, les intercommunalités, les départements, les régions. Vous avez le budget de la sécurité sociale, donc c'est le fameux PLFSS, et vous avez le budget de l'État, d'accord? Merci d'ailleurs Camille de mettre la source, donc effectivement, source Banque de France. Nombre de défaillances ont cumulé sur l'année. Ça a déjà dépassé les 63 000 défaillances d'entreprises. Donc ça, c'était en juillet 2024. Donc si vous faites x2, puisque l'année, c'est à peu près, ça sera 2 semestres. Donc forcément, vous serez sur plus de 120 000 euros de faillite. C'est considérable et ça peut encore augmenter si par cas Barnier a la mauvaise idée de mettre ça donc dans le PLFSS. Ok? Donc ça, il faut absolument surveiller. C'est très important. Il y a là aussi des manières de se prémunir. Si vous êtes entrepreneur et que vous êtes salarié de votre SASU, vous avez tout à fait la possibilité de basculer, d'aller sur un système en SAS à l'IR, ou en SASU à l'IR, et d'arrêter de vous salarier. Donc il y a tout un tas de solutions qu'on évoquera là aussi au séminaire du 22 au 24 novembre. Pour faire en sorte que ça soit pas catastrophique pour vous et que vous puissiez contourner ce PLFSS qui s'annonce être une très mauvaise nouvelle. D'accord? Voilà un peu pour le PLFSS et je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. Non, dernier sujet, très important. Dernier sujet très important, l'augmentation des frais de notaire. On a appris cette semaine que le gouvernement envisageait, figurez-vous, d'augmenter les frais de notaire. D'ailleurs, les frais de notaire portent mal leur nom, je l'ai toujours dit, puisque le nom technique, c'est droit de mutation à titre onéreux, DMTO, d'accord? Les DMTO, la plupart des recettes, donc des frais de notaire, ce sont les départements qui les touchent.
Mais il n'y a pas que les départements qui touchent, il y a aussi d'autres acteurs publics qui bénéficient des frais de notaire. Sauf que là, ce que veut faire le gouvernement, c'est passer le taux maximal de taxation par un département de 4,5% à 5,5%. Donc, en gros, les départements vont pouvoir taxer davantage les transactions immobilières. Le reste des acteurs vont pas pouvoir le faire, mais le fait que les départements eux seuls puissent le faire, ça va forcément augmenter en globalité les frais de notaire qu'on va payer. Donc là, on aurait potentiellement, grosso modo, une possibilité d'augmenter d'1 point les frais de notaire. Et donc, si il y a une augmentation d'1% des frais de notaire, concrètement, qu'est-ce que ça représente? Sur une transaction immobilière à 400 000 euros, ça veut dire que vous allez payer 4 000 euros plus cher. Vous allez verser 4 000 euros de plus de frais de notaire. Et ça, évidemment, c'est considérable et c'est une très, très mauvaise nouvelle pour les investisseurs immobiliers. Décidément, les investisseurs immobiliers dans ce budget 2025 sont vraiment, vraiment ciblés parce que entre le conditionnement de l'exonération de la plus-value sur résidence principale, entre cette histoire d'augmentation des frais de notaire et entre l'augmentation possible, pas probable, mais possible, de la flat tax de 30 à 33% qui va toucher un certain nombre d'investisseurs immobiliers qui se rémunèrent notamment en dividendes sur des SCI à l'IS ou des marchands de biens qui se rémunèrent sur des dividendes sur leur SAS à l'IS, ça va être extrêmement pénalisant. Donc les investisseurs immobiliers prennent cher avec Barnier pour ce budget 2025. Mais on espère que à la fin, il y aura pas tout ça. Mais enfin, méfions-nous encore une fois jusqu'au bout. Donc là, danger, haro sur l'immobilier et haro spécifiquement sur les frais de notaire. Et ça va toucher tout le monde. Ça va toucher les marchands de biens, ça va toucher les investisseurs locatifs, ça va toucher ceux qui achètent une résidence principale, ça va toucher absolument toutes, je dis bien, toutes les transactions immobilières. D'accord ? Voilà, avant qu'on passe aux questions, donc petit rappel pour ceux qui se sont connectés en route, il ne reste plus que 7 places pour le séminaire qui aura lieu du 22 au 24 novembre dans le parc naturel régional des Ballons des Vosges, là où je me trouve actuellement, dans le Grand Est, du 22 au 24 novembre, donc aéroport les plus proches, Strasbourg, Bâle, Mulhouse, Fribourg, gare la plus proche, Remiremont. Il ne reste plus que 7 places, donc inscrivez-vous. Ce soir, vous avez le lien qui est dans ma bio. Vous allez sur ma bio, vous cliquez le lien, vous allez pouvoir accéder au séminaire parce que je pense qu'il y aura plus de place dans 1 heure ou 2. Donc vraiment, réservez tout de suite si vous êtes intéressé. Le logement est pris en charge. Vous allez dormir soit dans un chalet, soit dans une ferme, typiquement vosgien. L'hébergement donc et la restauration également est comprise puisque les restaurants sont compris entre le vendredi soir et le dimanche midi. Absolument tout est compris. Donc venez, on va passer un super week-end ensemble. Ça va être un énorme tremplin pour vous si vous êtes salarié, que vous voulez devenir entrepreneur, si vous êtes déjà entrepreneur ou si vous êtes investisseur immobilier ou si vous voulez vous lancer dans l'immobilier. Ça sera un énorme tremplin. Voilà, Camille a remis le lien. Merci beaucoup, mais vous l'avez donc encore une fois dans la bio. Donc réservez vos places parce que je pense qu'honnêtement dans 1 heure, à mon avis, il y aura plus de place. Il en restait que 7 avant que je démarre le live. Voilà, pour information. Ok. Voilà un peu. Et si vous avez des questions, bien évidemment, sur le séminaire, vous m'écrivez, m'envoyez un petit message privé et je vous répondrai. Je répondrai à toutes vos questions sur la logistique, parce que peut-être que vous venez en voiture, peut-être que vous venez en train, mais vous savez pas comment faire ensuite. On a tout organisé pour vous, vous inquiétez pas. Il y a des navettes spécialement conçues, donc n'ayez pas peur de ça. Peut-être que vous venez en avion. Posez-moi toutes vos questions en message privé et je vais pouvoir vous répondre pour que ce soit le plus facile pour vous d'accès, de venir au séminaire. Ok. Voilà un peu. Je pense qu'on va pouvoir passer aux questions-réponses parce qu'on a dit beaucoup de choses sur la flat tax, sur le 49.3, sur la SAS à l'IR, sur la RP, enfin la fin de l'exonération telle qu'on la connaissait jusqu'à présent en tout cas, sur le rétablissement potentiel de la taxe d'habitation sous forme de contribution territoriale universelle. On a parlé d'énormément de choses, donc j'imagine que vous avez des questions. En tout cas, posez-les. À partir de maintenant, j'y réponds. Voilà. J'y réponds pendant 5-10 minutes et ensuite je vous libérerai pour que vous puissiez être tranquille ce soir. Donc, allez-y, posez vos questions dans le chat. Vous écrivez votre question, j'y réponds tout de suite. Et si vous avez d'ailleurs des questions sur l'organisation du séminaire, bien sûr, vous pouvez aussi les poser. Je peux y répondre en public, c'est pas dérangeant. Voilà.
Je vous laisse poser vos questions. Et s'il n'y a pas de questions, ben, on va devoir s'arrêter malheureusement. Donc, posez votre question maintenant avant que je termine le live. Ah ben Sandra, voilà. Du coup, pas de taxe foncière sur la SS à l'IR, pas de FT, pardon. Idem SCI à l'IR. Et quelle est la différence entre les deux? Ah oui, flat tax, pardon, excuse-moi. J'ai confondu, j'ai lu trop vite, j'avais pensé que tu avais écrit TF, taxe foncière, du coup je comprenais pas. Mais tu parles évidemment de la flat tax. Alors, pas de flat tax sur une SAS à l'IR, non. Pourquoi pas de flat tax? Parce que tu n'es pas sur un canal dividende, impôt sur les sociétés classiques, donc forcément il n'y a pas de flat tax. Sur une SCI à l'IR, c'est différent, parce que, attention, sur une SCI à l'IR, tu es soumise aux prélèvements sociaux. 17.2, CSG, CRDS et autres prélèvements sociaux, ce qui n'est pas le cas dans la SAS à l'IR. Tu n'es pas soumise aux prélèvements sociaux. Donc, il y a une imposition qui est différente entre la SCI à l'IR et la SAS à l'IR. Il y a des subtilités, donc pour le coup, la SAS à l'IR, de ce point de vue-là, est plus attrayante que la SCI à l'IR, si tu veux mon avis. Si Sandra, tu as des questions plus précises, envoie-moi un message privé, bien évidemment. Si ce sujet t'intéresse, on pourra en discuter tous les deux par message privé. Chris, salut Chris, mon voisin Chris. La plus-value sur l'ARP pour ne pas avoir d'impôt, doit-on avoir un certain nombre d'années de détention? Alors aujourd'hui non, Chris, puisqu'il n'y a rien dans la loi qui indique que tu dois habiter dans ta RP depuis 1 an, 2 ans, 6 mois, 9 mois, 2 mois. Il n'y a rien dans la loi qui donne un délai, d'accord, qui donne une durée minimale de détention, d'occupation. En revanche, là, on partirait si la proposition des 2 députés socialistes dont je parlais tout à l'heure est confirmée, on partirait sur une détention de 5 ans minimum, ce qui évidemment change complètement la donne, puisque parfois, il nous est amené, il est possible, avec certains choix de vie qui sont les nôtres, eh bien, de devoir quitter notre résidence principale avant 5 ans. C'est pour ça que ce serait dramatique si cette proposition allait au bout du budget 2025. Alors, Rudy, excellente question pour la SNC. La SNC, Société en nom collectif, la SNC, elle est incroyablement intéressante parce qu'en fait, la SNC, Rudy, elle va te permettre d'échapper au HISF. En fait, la SNC, c'est très simple. Et c'est pour ça que c'est un paradis, enfin, c'est une pépite. Et c'est la seule pépite immobilière qui permet de le faire. Elle va te permettre, hors SARL de famille, mais la SARL de famille, je l'écarte volontairement parce qu'elle est contraignante en termes d'actionnariat. La SNC au régime des BIC, c'est vraiment l'Eldorado, à mon avis, demain de l'investissement immobilier. Pourquoi? Parce que c'est la seule société avec laquelle tu ne seras pas embêté par le HISF, puisque tu ne seras pas soumis aux règles dues au Conseil de stabilité financière, notamment en termes de taux d'endettement, et qui permet de pouvoir revendre son bien au régime des BIC, donc, et non pas au régime de l'impôt sur les sociétés. Et donc d'échapper à la problématique de la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value. C'est la seule société qui permet de le faire. La SAS à l'IR permet pas de le faire puisque en réalité en SAS à l'IR tu pourras pas faire de meublé. Donc si tu veux faire du meublé, c'est la seule solution de le faire en SNC au régime des BIC. La SAS à l'IS, enfin toutes les sociétés à l'IS en général, la SARL à l'IS et les autres sociétés ne peuvent pas le permettre puisque il y a réintégration des amortissements lors de la vente. Le LMNP ne permet pas de le faire puisque le LMNP est soumis au HISF étant donné que c'est un régime de nom propre. Et donc c'est vraiment le seul régime, la SNC au régime des BIC, qui te permet de faire du meublé, de revendre sans te faire assommer et d'échapper au HISF pour toutes les raisons que tu as indiquées. Donc, t'as beau prendre tous les statuts de société possibles et imaginables, tu verras qu'à la fin, l'entonnoir se réduira et tu arriveras naturellement à la pépite que représente la SNC au régime des BIC et qui sera demain, à mon avis, l'Eldorado pour les investisseurs immobiliers. En réalité, ça l'est déjà, mais ça le deviendra, ça sera adopté par l'ensemble de la communauté des investisseurs, à mon avis, quand ils se rendront compte, avec des exemples concrets autour d'eux, que c'est ce qui fonctionne le mieux. Voilà. Rudy, si j'ai répondu à ta question. Mais Rudy, si tu as une question là-dessus, pose-la moi. En plus, on se connaît, on s'est déjà parlé. Pose-la moi en message privé et j'y répondrai bien évidemment avec grand plaisir, hein, Rudy. N'hésite pas. Comment peut-on revenir LMNP après un passage LMP si je viens tout ce qui était prévu, ça fonctionne ou si je reviens? Je comprends pas très bien ta question, Auré 2i.
Enfin, si, je pense quand même la comprendre. Tu peux revenir LMNP si tu as déjà été LMP, pardon, ça pose aucune difficulté. Pour une raison très simple, c'est que à partir du moment où tes revenus locatifs meublés bruts, donc la somme de tes revenus locatifs meublés bruts est inférieure à tes revenus professionnels, par exemple salaire, rémunération de gérant si tu es gérant de SRL ou de URL, ça pose aucune difficulté. Donc tu peux très bien revenir à LMNP à tout moment. C'est pas parce que tu es LMP un jour que tu peux pas revenir à LMNP. Pas du tout. D'accord. Alors après, c'est clair que si tu vends tout ton patrimoine immobilier, ben en effet, tu seras pas LMP, tu seras plus LMP, mais tu seras pas non plus LMNP puisque tu auras tout vendu. Donc je ne sais pas exactement ce que tu veux faire, mais dans tous les cas, tu as des solutions pour ne plus être LMP si c'est ça que tu veux savoir. Mais si bien sûr, si tu veux creuser le sujet, envoie-moi un message privé pour qu'on en discute ensemble. Je répondrai à tes questions avec plaisir. Voilà. Anthony, SSLIR, c'est 5 ans maximum. Oui, c'est 5 ans maximum. Enfin, 5 ans, ça laisse le temps de voir venir, Anthony. Non, j'ai pas de solution plus pérenne. C'est vrai que c'est 5 ans, mais 5 ans, c'est déjà pas mal. Et c'est un horizon qui permet de se projeter, qui est suffisant pour se projeter. Et moi, vraiment, je te le dis, hein, n'hésite pas à aller sur une SAS à l'IR parce que c'est l'Eldorado, encore une fois, de l'entrepreneuriat pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Pas d'IS, pas de flat tax, pas de prélèvements sociaux, pas de cotisation sociale salariale, pas de cotisation sociale patronale et très peu d'impôts sur le revenu si tu te débrouilles par rapport à ta tranche marginale. Donc vraiment, la SAS à l'IR, c'est un moyen en réalité d'avoir les avantages de Dubaï sans en avoir les inconvénients puisque ça te permet d'éviter de t'expatrier à Dubaï, pour faire simple. Donc tu peux y aller les yeux fermés sur la SAS à l'IR. Voilà, Hugo, pour toi, cette exonération de taxes de la plus-value sur la RP, elle serait active quand alors si elle passe, elle sera active au 1er janvier. Hein, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les ventes qui auront lieu le 1er janvier ou après, eh bien, seront concernées par le conditionnement de l'exonération de plus-value de résidence principale à la détention des 5 ans. Donc ça va avoir lieu très très vite, ça va rentrer en vigueur très très vite. Alors Hugo, si tu as suivi le début du live, parce que là je peux pas redire ce que j'ai redit. Si tu as suivi le début du live, oui, il y a la solution de BO, donc de l'earn buyout, donc du rachat à toi-même rapidement, donc avant le 31 décembre. Si tu veux en savoir plus, Hugo, écris-moi parce que comme j'ai déjà expliqué cette chose plusieurs fois dans le live, je veux pas me répéter. Donc écris-moi Hugo si tu veux avoir la solution. Responsabilité illimitée des associés, oui, mais bon, Mako, il me semble que oui, qu'il y a une responsabilité illimitée des associés. Je vais vérifier, mais il me semble que oui. Mais c'est pas très grave, Mako, étant donné que si tu fais pas de bêtises, si tu maîtrises ce que tu fais, il n'y a pas de raison, notamment si tu as des assurances ou autre, que tu perds de l'argent sur une SNC. Honnêtement, perdre de l'argent sur une SNC, faut vraiment en vouloir. Donc le fait qu'il y ait une responsabilité illimitée des associés, moi en tout cas ne me pose absolument pas de problème et il ne devrait pas en poser également aux autres entrepreneurs. Voilà, avec plaisir Rudy. Oula, il y a plein de questions. Hein. Et la SNC peut racheter une URP et un immeuble meublé? Oui, tout à fait, bien sûr Sandra. La SNC peut parfaitement racheter ta résidence principale, peut également racheter un immeuble meublé ou pas meublé d'ailleurs. Hein. Tu peux faire absolument ce que tu veux avec la SNC. Que ce soit d'ailleurs à l'IS ou au régime des BIC, même si moi je préfère la SNC au régime des BIC parce que la SNC à l'IS, elle va malheureusement avoir la réintégration des amortissements lors de la revente et donc ça va être un enfer fiscal au moment de revendre, ce qui concrètement va t'empêcher de revendre et va t'obliger à garder ton bien toute ta vie, alors que la SNC au régime des BIC est un Eldorado non seulement à la détention, mais également à la revente puisqu'il n'y a pas de réintégration des amortissements pour le calcul de la plus-value à la revente dans une SNC au régime des BIC. C'est la raison pour laquelle c'est vraiment l'Eldorado des investisseurs immobiliers d'aujourd'hui et de demain. Voilà Sandra. Si vous avez d'autres questions, merci beaucoup Sandra. Voilà, parfait, tu me rassures. Si la réponse te convient. Merci beaucoup donc d'avoir posé ces questions extrêmement pertinentes et techniques pour certaines. Merci beaucoup. Je vous rappelle donc qu'il y aura le séminaire du 22 au 24 novembre. Si vous voulez creuser avec moi ces sujets brûlants, c'est des sujets brûlants qui vont avoir un impact majeur. Je dis bien majeur. Je dis pas ça pour vous faire peur parce que c'est la réalité
sur les prochaines années, sur l'entrepreneuriat et sur vos investissements immobiliers et même pour les salariés. Donc si vous voulez bénéficier des meilleures stratégies pour contrer ce qui est en train de se passer, venez au séminaire du 22 au 24 novembre. Ça va être grandiose. Il y a des paysages incroyables ici dans la région, dans le parc naturel régional des Ballons des Vosges où j'habite et où je me trouve actuellement. On sera dans des chalets, on sera dans des fermes, on va passer ensemble le week-end. Il y aura énormément de choses à voir et à dire ensemble. On aura un restaurant le vendredi soir, le samedi matin, un petit déjeuner, samedi midi, samedi soir et dimanche midi et dimanche matin, petit déjeuner bien sûr. Donc tout est pris en charge par moi, l'hébergement, la restauration pendant les 48 heures. Encore une fois, je ne gagne pas d'argent sur ce type d'événement puisque il y a un prix qui est extrêmement modeste à 697 €, qui me permet d'assumer tous les frais que j'ai, payer les intervenants et autres. Donc je ne gagne pas d'argent sur ce genre d'événement, je vous le dis, mais je le fais parce que ça me permet de fédérer une communauté, de créer du lien physique avec vous et d'aller plus loin ensemble dans les prochaines années. Et donc je vous accueillerai ici avec grand plaisir pour ce séminaire donc qui aura lieu du 22 au 24 novembre. Le lien est dans ma bio et je le rappelle, pour ceux qui viennent en voiture, eh bien vous venez en voiture. Pour ceux qui viennent en train, la gare la plus proche c'est Remiremont, on aura des navettes qui viendront vous chercher à la gare, donc vous n'avez pas besoin de louer une voiture. Et pour ceux qui viennent en avion, vous pourrez venir à Strasbourg ou à Bâle-Mulhouse-Fribourg au choix. Ce sont les deux aéroports les plus proches, ok, qui sont tous les deux situés dans le Grand Est. Voilà. Je pense avoir fait le tour, il n'y a pas d'autres questions, donc je vais clôturer le live. Merci beaucoup pour votre enthousiasme, pour toutes les questions extrêmement pertinentes que vous avez posées. C'était encore une fois un plaisir de partager ces nouvelles, même si elles sont pas toutes bonnes, qui ont eu lieu, donc qu'on a eu cette semaine avec le débat budgétaire à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle cette fois-ci, après la commission des finances. Et donc, bien évidemment, on aura dans les prochaines semaines d'autres lives sur ce sujet parce qu'il va falloir tout surveiller, absolument tout, sur les RP, sur la flat tax, sur l'exonération de cotisations sociales sur les salaires, sur la taxe d'habitation qui va peut-être faire son retour, etc., etc. Donc venez vraiment à chacun de ces lives pour qu'on actualise un peu les choses, qu'on débatte ensemble à nouveau et que surtout on prépare les stratégies que j'évoquerai donc notamment au séminaire du 22 au 24 novembre. Merci à tous et excellente soirée, excellente fin de week-end et à bientôt pour un nouveau live.